En France, la présence du frérisme, c'est notamment des associations, le CCIF qui avait été dissous. Mais est-ce que ces fréristes sont dans la pièce avec nous actuellement? Il y a bien un regroupement en France du vote des musulmans sur un parti politique. Si demain, les personnes au RSA, tout d'un coup, votent tous pour Emmanuel Macron, tout d'un coup, le fait de conditionner le RSA à 15h n'est pas quelque chose qui va à l'encontre des intérêts des gens qui sont au RSA actuellement. En quoi est-ce que le groupe de gens qui votent pour tel ou tel mouvement montre que tel ou tel mouvement a telle idéologie? Allô? Salut. Bonsoir, désolé pour le retard, j'ai eu quelques petits soucis techniques. T'inquiète, y a pas de souci. Comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, écoute. Très bien. Super. Je suis en train de regarder vite fait des petites informations sur tous les sujets dont tu m'as parlé. Ouais, cool, comme de toute façon l'idée c'est de pouvoir en discuter, alors très bien. Carrément. Alors, on discute aujourd'hui parce que j'avais fait un tweet il y a quelques jours en demandant en gros sur quoi les gens se fondaient quand ils affirmaient qu'il y avait un entrisme du frérisme islamique à la France insoumise. Parce que moi, c'est un truc que j'ai entendu beaucoup de gens prétendre ça. Des gens comme Greg Tabibian, des gens comme Cassius Lady, des influenceurs affiliés plutôt à l'extrême droite. Et c'est des trucs que j'ai jamais vraiment vu de preuves concrètes de ça. Quand je regarde un petit peu qu'est-ce que c'est le frérisme exactement, je vois surtout un mouvement qui est implanté surtout en Égypte, surtout dans d'autres pays, on va dire à majorité musulmane. Et en France, alors, je me permets de faire une première précision si tu veux bien. Ouais, donc du coup en France, pour toi c'est quoi le frérisme exactement, précisément, et pourquoi tu penses ça à propos de la France insoumise? Alors le frérisme, c'est effectivement un mouvement qui a été fondé en Égypte dans la fin des années 1920 et qui s'est ensuite exporté un petit peu partout, premièrement dans le monde arabo-musulman, puisque la première idée c'était de pouvoir réunir la communauté musulmane et faire la Oumma, donc la communauté musulmane. Et c'est un mouvement qui s'est ensuite étendu à l'Europe et qui s'est infiltré de plusieurs manières dans beaucoup de pays différents. Voilà. Ok. Donc par exemple en France, pour toi, c'est quoi la présence du frérisme en France? En France, la présence du frérisme, c'est notamment des associations, le CCIF qui avait été dissous, tu as le CCIB en Belgique, maintenant je crois que ça s'appelle le CCIE, parce que depuis que le CCIF a été fermé, c'est une nouvelle asso qui a été créée vraiment au niveau de l'Union européenne, et le but c'est de faire avancer les intérêts de la communauté musulmane, de défendre ces intérêts-là partout en Europe, et donc en France également. Ok, et alors j'ai entendu souvent pour le moment dessus, hein, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, je dis que c'est un fait. Ouais, j'entends souvent du coup ce truc-là sur le CCIF. Moi, je me suis renseigné un petit peu sur cette association. Donc, c'est l'association qui a été dissoute par Darmanin. Oui. J'ai essayé de comprendre pourquoi, mais j'ai pas encore très bien compris quels étaient les arguments pour dire que c'était légitime de dissoudre cette association. C'était bizarre. Donc pour moi, quand on lit un petit peu l'histoire de cette association, en fait, on se rend compte que c'est une association qui lutte contre le racisme, les discriminations, l'islamophobie. L'islamophobie, oui, effectivement. Voilà. Et du coup, ils vont souvent faire des actions en justice pour aider des gens qui sont victimes de ça, en fournissant des professionnels, des avocats, des gens qui connaissent le système judiciaire, qui savent un petit peu comment accompagner des gens qui, en effet, sont victimes de discrimination, de racisme, de trucs comme ça. Donc quand toi tu dis qu'en fait c'est de l'entrisme frériste, tu te bases sur quel élément concret pour parce qu'on est d'accord que on n'en est pas encore là. Ouais, juste pour préciser un truc, c'est quand on parle du frérisme et tout, on est d'accord que ça serait par exemple des gens qui militeraient pour une application politique de par exemple des lois dans la religion musulmane, genre la charia, des choses comme ça. Donc en gros un fondamentalisme religieux, un conservatisme extrême. Tout à fait. Le frérisme musulman, si tu veux, c'est la résurgence du projet politique islamique dans les années 20, je crois que c'était en 29, la fondation de la confrérie, comme je te disais. Et par rapport à la lutte contre l'islamophobie en France, c'est une stratégie des frères musulmans qui a été documentée notamment par Florence Bergeau-Blacker, qui avait écrit le fameux livre Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Donc c'est une stratégie d'utiliser nos outils de non-discrimination des minorités, de lutte contre toute minorité potentiellement opprimée pour X raisons, toujours pas de jugement de valeur pour le moment, mais en tout cas d'utiliser ces outils-là qui sont des outils essentiellement européens, démocratiques,
politique pour pouvoir faire doucement avancer des idées et gratter du terrain. On se rend bien compte que quand il y a un attentat islamique en France, tout le monde se dit ça c'est pas normal, c'est pas des choses qui doivent arriver. Donc les personnes derrière qui mènent des réseaux pour islamiser doucement des populations, ils peuvent pas se permettre de faire que des actions coup de poing. Ils sont obligés d'utiliser aussi les outils des communautés dans lesquelles ils sont en train de s'installer pour pouvoir doucement avancer et gratter du terrain. Et c'est documenté. Ouais, alors là-dessus, moi je suis d'accord qu'il y a des personnes qui sont islamistes radicales. Tu regardes par exemple ce qui s'est passé avec Samuel Paty. En effet, la motivation, les liens avec l'étranger, c'était Daesh, hein, je me souviens bien. Si je me souviens bien, ou c'était un autre, c'était État islamique. Je saurais plus te dire, mais en tout cas, c'était effectivement au nom de l'islam qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Donc du coup, c'est ce genre de truc. Moi, bien sûr, c'est pas des trucs qui ont zéro présence en France. Le mouvement islamiste radical, et c'est un mouvement extrême droite, c'est un mouvement violent, ultra réactionnaire, tout ça. On est d'accord là-dessus. Je le classerai pas forcément à l'extrême. Je le classerai pas forcément à l'extrême droite, ou en tout cas pas selon notre grille de lecture européenne. C'est un fondamentalisme religieux. C'est un mouvement qui a aussi une vocation planificatrice, centralisatrice aussi. Donc qui peut retrouver certaines connivences avec des bases théoriques du socialisme. Donc c'est compliqué de le relier directement à l'extrême droite, mais en tout cas ça a un volet communautaire très prononcé, une détestation de l'autre et une volonté de vivre selon un mode de vie uniquement promulgué par le Coran et la loi islamique. Donc de ce côté-là, on rejoint une proximité avec l'extrême droite si on s'attache seulement sur le volet nationaliste. Ouais, le volet nationaliste, le volet de l'homophobie, le volet d'être contre les droits des femmes. Il y a quand même beaucoup de volets j'aurais du mal à décrire vraiment. Tu dis peut-être sur l'économie et tout, il y a peut-être certains désaccords qu'ils auraient avec une extrême droite néolibérale ou un truc comme ça, mais bon. Donc globalement, mais en fait tout dépend de ce qu'on veut classer à l'extrême droite. Alors je sais pas si tu as envie qu'on discute aussi d'économie aujourd'hui. En fait, après je pense que peu importe la position, genre imaginons un mouvement islamiste radical qui fait tout pour essayer d'imposer la charia en France, un truc comme ça, je pense pas qu'il y ait une quelconque position sur l'économie qui me permettrait de ne pas les classer à l'extrême droite, tu vois. Genre si t'es l'extrême droite sur 100%. Sur la philosophie politique et ensuite qui mène à l'économie et qui mène finalement à tous les aspects de la vie quotidienne. T'es plutôt dans ce sens-là. Ouais. La question initiale, c'était le CCIF, par exemple. Où est-ce que toi, tu vois un lien entre cette association-là et des gens qui voudraient mener un combat pour imposer la charia en France, faire de la France un État islamique intégral qui applique ses lois et tout. C'est à quel moment que dans le CCIF, ils ont défendu ça? Ok, alors le CCIF, j'ai pas d'informations précises sous les yeux là tout de suite, mais dans l'idée, j'essaye de formuler ça correctement. Le terme d'islamophobie va être utilisé selon des points de vue différents. L'islamophobie, selon le point de vue d'un Européen, par exemple, ça peut être juste quelqu'un qui dit j'aime pas les musulmans. Ça, c'est de l'islamophobie, c'est le degré 0 de l'islamophobie, j'aime pas les musulmans. Voilà. Dans la communauté musulmane, chez les personnes qui sont au CCIF, on peut catégoriser islamophobie tout ce qui va chercher à s'opposer au mode de vie musulman, qui potentiellement peut se montrer aussi contraire et totalement antagoniste au mode de vie européen. Par européen, j'entends tout ce qui découle de la démocratie, de la philosophie grecque, le droit romain, le code Napoléon, la religion chrétienne également, qui ont infusé et bâti la civilisation européenne. Et donc, quand des associations utilisent le terme d'islamophobie pour défendre des faits de société et des modes de vie qui leur sont propres et qui par nature s'opposent à nos modes de vie, à ce moment-là, on rentre dans une logique de conflit. Ok. C'est comme ça que le frérisme se met en place. Et est-ce que à part potentiellement des gens qui utiliseraient une certaine définition d'islamophobie, qui serait confuse ou un truc comme ça pour faire avancer ça, est-ce que tu vois autre chose dans le CCIF qui montrerait que c'est pour moi, c'est vraiment toute l'essence de ce problème-là en réalité. Je n'ai pas de petits détails qui me viennent à l'esprit, mais oui, pour moi, il y a que ça. Et c'est pas qu'il y a que ça, c'est qu'il y a ça. C'est tout le problème. Donc attends, t'es en train de me dire que
il y a un mouvement islamiste radical qui essaye de s'implanter en France, les frères musulmans. Il y a des attentats qui sont faits, qui sont reliés directement à des mouvements de cette nature qui sont à l'étranger. Il y a de la radicalisation sur Internet, tous ces trucs. Et tu es en train de dire qu'en fait, ça, c'est présent aussi dans cette association CCIF. Et ta preuve que cette idéologie extrémiste pro-charia et tout est présente, c'est... Parfois, il y a des gens du CCIF qui ont utilisé une définition d'islamophobie qui confond le racisme et la discrimination et le fait d'être critique du dogme religieux. Mais c'est un moyen de lutte. Je dis pas que tout se résume à ça. En tout cas, pour le CCIF en particulier, dont je suis pas un expert par ailleurs, c'est pas pour discuter du CCIF que je suis venu d'ailleurs. Pour moi, le problème il se situe à cet endroit-là. Après, il y a plein d'autres problèmes, et il y a plein d'autres manières finalement dont le frérisme ou dont l'islamisme radical peuvent se diffuser dans la société. D'accord, mais je vois venir l'étape d'après dans ton argumentation, parce que le sujet en effet c'est la France insoumise. Tu vas me dire LFI était présent à une marche contre l'islamophobie en présence du CCIF, ils étaient contre la dissolution du CCIF, donc c'est quand même un sujet assez central dans ta démonstration qu'il y a un entrisme frériste dans la France insoumise, ce qui est ta thèse. Non, ça ce serait des raccourcis et c'est pas l'idée. La participation à la marche contre l'islamophobie, c'est un fait, mais pour moi c'est pas le fait le plus important et je me permettrai pas de faire des raccourcis intellectuels aussi rapides, c'est pas l'idée. D'accord, mais en fait pour l'instant je suis pas du tout convaincu là de l'entrisme frériste par le CCIF. Je veux dire, moi personnellement, l'islamophobie. Si tu veux, j'ai deux exemples. L'islamophobie. Je finis juste sur l'islamophobie parce que je pense que c'est un truc assez clé. C'est l'islamophobie, c'est l'ensemble des actes de violence verbale ou physique, de discrimination à l'encontre de personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane. Pour moi, toute définition d'islamophobie où on n'est pas clair sur le fait qu'on désigne un truc qui est une forme de racisme, parce que j'ai déjà vu des gens essayer de dire mais en fait ça peut être la haine ou ça peut être l'hostilité envers l'islam, et du coup c'est de quoi on est en train de parler, ou là c'est l'hostilité envers un dogme religieux, il n'y a aucun problème avec ça. D'accord, moi je suis assez hostile à tous les dogmes religieux personnellement, et je suis pas islamophobe. Donc j'essaie qu'on soit d'accord sur cette définition-là d'islamophobie. J'ai déjà vu des conservateurs essayer de... D'accord, parce que si tu es hostile aux religions, tu peux être christianophobe à ce moment-là, tu peux être islamophobe également. Être hostile aux religions, qu'est-ce que ça signifie? Tu es hostile à l'esprit des religions ou vraiment à toute pratique religieuse dans la société de tes rêves? Je pense on peut parler de ça, c'est un peu un autre sujet. Parce que pour moi, la clé du truc, c'est de dire l'islamophobie, c'est aujourd'hui, dans le sens où c'est accepté, le sens où les gens l'entendent, c'est pour désigner la discrimination. C'est pas du tout pour critiquer. Quand tu critiques la religion, quand tu dis genre je ne suis pas d'accord avec tel verset du Coran, je suis pas d'accord que Allah existe ou des choses comme ça, t'es pas en train de faire de l'islamophobie. Être en désaccord ou critiquer le dogme religieux, c'est pas comme ça que les gens l'entendent. Utilisé de manière très large. Quand je te dis que le terme est utilisé de manière très large et de plus en plus large pour essayer de faire taire les potentiels détracteurs, c'est justement tous les trucs que tu viens de citer qui se retrouvent là-dedans. Et ok, quand est-ce que ça a eu lieu, ça? Écoute, j'ai pas d'exemple précis en tête, c'est des observations que tu peux faire au quotidien à travers les médias, à travers des lectures, à travers aussi ce qu'on peut apprendre sur les réseaux sociaux quand on suit les bonnes personnes aussi. Il s'agit de toujours bien faire le tri dans cet océan de merde que peuvent être les réseaux. Ouais, alors moi je vais être de méga bonne foi parce que j'ai déjà vu au moins une personne, genre au moins un imam, en effet, avancer une définition d'islamophobie où c'était genre un truc du style tout ce qui peut entraver je sais plus moi, le prosélytisme de l'islam ou un truc enfin c'était pas exactement ça les termes. Voilà. Il y avait une définition un peu confuse qui était utilisée par un mec. J'ai vu une seule personne faire ça pour l'instant, donc si je me souviens plus de son nom, on en avait parlé il y a quelques streams. Mais ce mec-là, j'ai pas vu de lien entre lui. Est-ce qu'il y avait un lien entre lui et le CCIF? Je sais plus, peut-être dans une autre association. Mais bref, même s'il y avait un tel lien, c'était genre éloigné. Enfin, c'était pas vraiment établi. Ensuite, deuxièmement, c'est pas parce que dans une organisation, t'as une personne qui peut-être tente cette strate un peu douteuse d'avancer
masqué en tordant un peu la définition d'islamophobie, que l'ensemble de l'organisation est une organisation d'entrisme frériste musulman en France. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis d'accord aussi. Oui, oui. Alors moi, je suis tout à fait libéral en la matière et je crois en la liberté des individus de prendre des positions et il ne s'agit pas de jeter tout un groupe à la poubelle parce que quelques personnes prennent des positions douteuses. Voilà. Donc du coup, j'attends la démonstration de ton affirmation comme quoi le CCIF, c'est un outil d'entrisme frériste en France. Mais comme je t'ai dit avant, je ne suis pas venu pour discuter du CCIF précisément. Je pense, et je te l'ai expliqué, que la définition d'islamophobie, plus le temps avance et plus la communauté islamique, et enfin les fréristes aussi qui sont aux commandes, peuvent avancer, plus ils vont englober de nouveaux termes, de nouveaux faits dans le mot islamophobie pour dire vous n'avez pas le droit de vous opposer à ça, vous n'avez pas le droit de vous opposer à ça parce que sinon vous êtes un enfoiré d'islamophobe. Mais est-ce que ces frères sont dans la pièce avec nous actuellement ? Eh ben écoute, je sais pas. En tout cas, moi, je suis tout seul chez moi. Je te laisse me dire vraiment, parce que moi, le phénomène, comme tu le décris, genre le frérisme, ils sont en train de le faire, c'est en train d'avancer petit à petit, plus ils gagnent du terrain, machin. Je ne vois pas ça du tout. Genre, je sais pas de quoi tu parles du tout. Explique-moi, montre-moi des preuves. Il faut que tu me convainques. Je te renvoie au livre de Florence Bergeau-Blacker, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. C'est une anthropologue du CNRS qui a travaillé sur le sujet pendant des années, qui a réussi à rentrer dans des mosquées fréristes, qui a pu voir comment ça se développait, comment ils embrigadent les jeunes. Parce qu'on le sait, tu peux faire une rapide recherche Google, tu verras que de plus en plus de jeunes sont embrigadés dans ce mouvement-là, dans des mosquées cachées ou clandestines en réalité. Et Florence Bergeau-Blacker a fait tout ce travail-là, qui est presque le travail d'une vie en réalité, que je ne peux pas te résumer au cours de cette discussion, mais je t'encourage à lire son livre et je pense que ça pourra faire grandir tes idées sur le sujet. Alors déjà, j'ai lu tous les livres, donc évidemment, j'ai déjà lu celui-là, et le livre, il est assez controversé, en fait. Quand tu regardes un petit peu les gens... Controversé par qui ? Par des autres anthropologues du CNRS, par un François Burgat qui a des liens affirmés avec certains musulmans radicaux. Faut toujours voir qui fait la critique de qui en réalité. Ouais, alors je te lis le passage sur Wikipédia. Donc, le compte-rendu publié par Le Monde est plus critique de son ouvrage et met en avant la définition trop large du frérisme qui conduit l'auteur à rater son objet. Plus grave encore est, selon Christophe Hayad, la liste qu'elle dresse des alliés objectifs du frérisme. Militants décoloniaux, écologistes, gauchistes et universitaires. Oui. Donc c'est une personne qui est en train de prétendre que des gens qui sont des écolos, des gens qui sont de gauche, sont les alliés objectifs du frérisme. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ça veut dire la démonstration. Alors, je ne pense pas que ce soit des alliés objectifs. Je ne pense pas que certains soient des alliés objectifs. Je termine juste parce que je veux que les gens naïfs sur certains faits. Je veux que les gens voient bien. Sur quoi se base l'argumentaire là. L'argumentaire, c'est où là il y a de l'entrisme frériste à LFI et la source, c'est quelqu'un qui dit que parmi les preuves de ça, il y a le fait que il y a des alliés objectifs du frérisme, etc., écologistes, gauchistes, universitaires. Mais où est la démonstration ? On n'a toujours pas la démonstration de... Et la démonstration, elle est dans le livre. Alors peut-être que tu n'as pas lu le livre. C'est impressionnant, je trouve. Est-ce qu'à chaque débat, je vais tomber sur quelqu'un qui me dit, en fait, il faut lire tout un livre et là, t'inquiète, il y aura des preuves. Mais est-ce que tu l'as lu, ce livre ? Bro. Non, mais en fait, le débat porte sur où sont les preuves. Donc t'es venu à un débat sur, il y a de l'entrisme islamique à LFI, sans aucune preuve. Et tu dis juste, les preuves sont dans un livre, t'inquiète frère, elles sont là. Bien sûr que non. Des sources, je peux t'en citer, enfin des sources. D'autres faits. Parce que moi, je peux continuer sur d'autres personnes qui ont critiqué ça. Je peux continuer aussi si tu me laisses parler, il n'y a pas de souci. Et regarde, ouais, mais attends. T'as les prédicateurs... Attends, parce que je continue juste parce que sur le livre, ça va être ça, ton point, ça va être ce livre. Je finis juste là-dessus. Plusieurs autres chercheurs et spécialistes sont critiques concernant la qualité de cet ouvrage, comme Olivier Anne, agrégé, docteur en histoire, chercheur à l'université de Poitiers, Homero Maranguiu-Peria, chercheur et théologien, spécialiste de l'islam en France, ou encore un maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lyon, un chercheur au laboratoire Triangle, etc., etc. Donc en fait, le livre est vraiment critiqué. Et est-ce que ces personnes donnent leur bord politique aussi au moment où ils donnent leur avis dessus ? Est-ce que Florence Bergeau-Blacker donne son bord politique au moment où elle fait le livre ?
Je pense que vu ce qu'elle a vu, il y a très peu de doute sur son bord politique. Hein. C'est une personne qui veut lutter contre ce qu'elle a vu en réalité, tout simplement. Et je précise aussi pour les personnes qui t'écoutent que Le Monde, c'est un journal qui est en perte de vitesse, qui perd des abonnés parce qu'il a perdu une forme de neutralité et qu'il tombe de plus en plus vers la gauche aussi. Donc, donc là, ce que tu viens de faire, c'est un sophisme. Ne prétend pas forcément à l'objectivité. Ce que tu viens de faire, c'est un sophisme. Au lieu d'adresser le fond de quoi que ce soit, tu attaques les gens desquels viennent l'information. Je rappelle juste, pour l'instant, on est tout le temps à la recherche d'une seule preuve d'entrisme frériste au CCIF. Bon. On n'a même pas encore commencé à parler de LFI et tu n'as même pas encore donné un élément probant d'un entrisme pro-charia au CCIF. Donc bon. C'est toi qui fais un blocage sur le CCIF. Je suis pas venu pour en discuter pendant 1 heure, moi. Ok, ça marche. Alors, avançons un petit peu dans la discussion. Quels autres éléments tu vois pour dire qu'il y a un entrisme frériste à la France insoumise ? Alors déjà, j'aimerais désamorcer ce terme-là. Je pense pas qu'il y ait forcément un entrisme frériste dans la France insoumise. Ça fait très grand Manitou qui tire les ficelles, un peu complotiste, et c'est vraiment pas l'idée. Moi, je préfère vraiment qu'on puisse analyser ça de manière objective et si possible de manière apolitique. Tu prétends être apolitique, mais je sais que tu as un bord politique, tu le dis assez clairement en réalité. Et pour te citer par exemple 2 faits qui me poussent à dire et qui me poussent à penser qu'il y a une certaine connivence entre LFI et la communauté musulmane, j'en ai même 3 qui me viennent en tête. Le premier fait que tout le monde connaît, c'est le revirement de Mélenchon, qui encore 10 ans était un laïc qui disait que finalement le voile ça rentre pas trop dans les valeurs françaises, qu'il n'aimerait pas forcément en voir dans la rue, et qui finalement s'est rendu compte que pour des raisons électorales, il avait tout intérêt à aller flatter la communauté musulmane. Ok, attends, ça, c'est un premier point. Tu pourras aborder les points suivants, mais je pense qu'on peut parler directement de ce point-là parce que ça va être une grosse partie de la discussion. Donc, tu as dit que à une certaine époque, la France insoumise, Mélenchon était laïque. Du coup, tu sous-entends qu'aujourd'hui, ils défendent plus la laïcité, c'est ça ? Je pense qu'ils défendent une vision biaisée de la laïcité qui s'oppose systématiquement aux valeurs culturelles européennes. Ok, donc. Je pense pas qu'ils défendent. Concrètement, la laïcité au sens de la loi 1905, séparation des églises et de l'État, garantie de la liberté de culte pour tous les citoyens, et c'est toujours défendu par la France insoumise selon toi ? Je pense que si tu te projettes sur un horizon moyen terme et que tu permets à la communauté musulmane de prendre beaucoup plus de place dans le débat public, la question de la laïcité ne se posera plus en réalité. Ok, donc je rappelle juste que la laïcité, c'est la liberté de chacun de pouvoir exercer son culte. C'est la non-préférence de l'État pour telle ou telle religion. C'est le fait que l'État se mêle de rien du tout. Quand tu parles de la présence de la communauté musulmane, des gens qui sont musulmans dans les médias ou tous ces trucs-là, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Les personnes musulmanes ont le droit d'être présentes dans les médias, d'être représentées. Elles ont le droit de s'organiser, elles ont le droit d'exercer leur religion, d'être présentes dans l'espace public, tous ces trucs-là. Ça a rien à... le fait que la présence ou l'absence de ça n'a aucun rapport avec la laïcité. On est d'accord là-dessus? Je suis plutôt d'accord avec ce que tu viens de dire, oui. Ok, donc... Maintenant, le sujet, c'est à quel moment est-ce que LFI n'est pas laïque aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, je remarque dans leurs programmes qu'ils sont toujours pour la fin du concordat d'Alsace-Moselle. Ils veulent plus que les écoles religieuses soient financées par de l'argent public, hein, comme c'est le cas aujourd'hui avec les écoles privées sous contrat. Très grosse majorité d'écoles privées catho, hein, mais certaines musulmanes et juives. Donc tout ça, la gauche est opposée là-dessus. Ils sont aussi pour, par exemple, augmenter les moyens et l'autonomie de la Miviludes pour lutter contre les dérives sectaires. Donc, par exemple, quand tu as cité tout à l'heure des dérives d'islamisme radical, de choses comme ça, ils seraient complètement contre. Et après, globalement, tu écoutes tout leur discours de politique dans les médias, dans les campagnes, etc. Je n'ai jamais vu une seule prise de position où il y a un renoncement à la laïcité. Ou alors, faut que tu me la cites. Non, pas à ma connaissance, il n'y a pas de renoncement avoué. Je pense que c'est des visions différentes en réalité qui s'opposent et je pense qu'il y a un problème aussi avec la conception de la loi 1905 qui est volontairement restée floue. Il y a la loi et il y a ensuite l'esprit de la loi, mais le problème c'est que l'esprit de la loi, tout le monde ne le perçoit pas pareil et donc on défend des choses qui ne sont pas forcément les mêmes. D'accord.
Du coup, concrètement, ils ont abandonné la laïcité quand Allô? Je pense que c'est pas la laïcité à l'ancienne, c'est une autre sorte de laïcité qui veut être plus inclusive pour permettre à toutes les communautés finalement de pouvoir vivre leur culte, ce que je peux entendre. Ce que je suis pas C'est ça foncièrement la contre laïcité d'ailleurs, de je pense que base. chaque peuple a le droit de pratiquer sa culture. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc en quoi c'est Mais un alors, abandon de la laïcité? comment est-ce que toi tu peux expliquer des prises de position répétées contre tout ce qui touche finalement à l'héritage de la civilisation chrétienne, que ce soit la famille traditionnelle, que ce soit l'histoire de l'Europe. Je mets pas dedans la colonisation, l'esclavage qui sont des faits. C'était la loi du plus fort, c'est des choses qui se sont passées, qui auraient pas dû arriver. Voilà, mais c'est l'histoire du monde, elle a été fait ainsi. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans les prises de position de LFI, on utilise la laïcité pour permettre à une nouvelle communauté de s'installer. Et moi, je les vois jamais défendre les droits des Une chrétiens. nouvelle... Ok, attends, je t'arrête tout de suite. De quoi tu es en train de parler? Je pensais qu'on parlait de la laïcité. Là, tu dérives, tu es en train de me parler des racines chrétiennes de la France ou des choses comme ça. Alors, si tu veux, on change de sujet, hein, parce que tu n'as pas du coup montré concrètement quoi que ce soit de renoncement à la laïcité à la France insoumise. Je t'ai même demandé, genre, cite-moi un seul passage média où tu penses que du coup il y a un renoncement. T'as littéralement immédiatement admis qu'il n'y en avait pas. Donc, sur le sujet de la France est un pays chrétien et LFI renonce à ça ou je sais pas quoi, en fait, c'est complètement faux. D'accord, tu es dans une réalité parallèle. La France n'est pas un pays d'essence chrétienne. La France est une république qui a été fondée littéralement en opposition au dogme religieux. Et l'État français, depuis le début, l'État français est un État laïque. Donc les racines chrétiennes, je ne sais pas de quoi on est en train de parler. Il y a toujours eu en France des personnes athées, il y a toujours eu des personnes chrétiennes, catholiques, il y a eu aussi des personnes musulmanes depuis des centaines et centaines d'années. L'athéisme, c'est un fait quand même assez récent. L'athéisme, c'est un fait assez récent dans l'histoire de la France. Toutes les lois, toutes les valeurs, grosso modo, qui infusent dans la société, qui conditionnent ton existence et l'ensemble de tes libertés que tu peux appliquer au quotidien, découlent de la civilisation chrétienne. Je ne suis pas en train de te dire que c'est bien ou c'est mal, juste c'est un fait. Je suis pas d'accord, pas du tout. Je pense que la France est construite en opposition à tout un tas de entre guillemets valeurs chrétiennes ou tout un tas d'influences de l'Église. Pour toi, la France existe depuis 1789. La France existe depuis 1789, évidemment, oui. Quand j'ai la France, je parle de la République française. Faux. Je suis pas en train de parler des monarchies de droit divin ou je sais pas quelle connerie d'avant 1789, évidemment. Mais pour autant, ça reste la France et c'était pas des conneries puisque c'est des mecs qui ont su aussi faire avancer les choses. Non, c'était avant 1789, c'était pas la France. Ah bah là, je pense pas qu'on puisse se mettre d'accord sur quelques sujets que ce soit, alors ça risque d'être vraiment difficile, ouais. Bah ouais. Si pour toi la France c'est pas la République française fondée en opposition à la monarchie absolue de droit divin, ouais, je pense que du coup on est d'accord là-dessus en effet. Alors, la France moderne, la République française, oui, mais il y a eu une France avant et il y aura peut-être une France après la République, on sait pas, on sera peut-être plus là. Je peux pas nier que la France est un pays qui a plus de 1000 ans d'histoire. Je sens que pour toi t'espérerais peut-être une France après la République. Je sais pas, c'est une question. Non, je n'en sais rien. Moi, la République, j'ai rien contre elle. Hein. J'ai mes droits, j'ai des libertés. Je vis bien en République. Je m'en fiche de la suite. Je dis juste que des pays perdurent avec des régimes qui peuvent parfois changer. Je suis pas en train de te dire que j'ai une quelconque volonté monarchiste. Enfin, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Hein. Ok, tu me rassures. Du coup, quel est le rapport entre tout ça et la laïcité? Parce que de base, le sujet, c'était la laïcité. C'est vrai qu'on a un petit peu dévié. Ouais. C'est vrai qu'on a un petit peu dévié. Est-ce que tu penses qu'un parti politique devrait prendre des positions pour défendre une communauté religieuse? Est-ce que finalement, dans un projet politique républicain, ce serait pas anti-laïcité finalement de créer des groupes on a par exemple en Allemagne la CDU avec les chrétiens démocrates, encore que je pense qu'ils sont plus trop chrétiens aujourd'hui, c'est plus un nom historique, mais maintenant si on a des partis qui prennent vraiment position pour défendre les intérêts de telle ou telle communauté, est-ce qu'on reste dans un cadre de la laïcité selon toi? Alors, juste quand on parle de défendre les intérêts de telle communauté, tu peux m'expliquer de quels propos concrets de LFI tu es en train de parler? Parce que si on est en train de parler de, je sais pas, LFI qui dénonce le racisme que subissent des personnes considérées musulmanes,
vue comme musulmane ou vue comme musulmane, parce que c'est ça concrètement l'islamophobie. Quand tu dénonces ça, est-ce que toi, dans un cadre comme ça, tu décrirais ça comme « Oh, regardez, ils sont en train de défendre une communauté religieuse et donc du coup, c'est une atteinte à la laïcité ?» Non, non, ça, je suis d'accord avec toi. De quoi on parle concrètement quand tu dis ils ont défendu une communauté religieuse? Alors, regarde, je peux te citer un exemple. La députée LFI, comment elle s'appelle, Ertilia Soudeh, qui a exprimé du soutien à Elias Dimzalen de mémoire, qui est quand même une personne qui appelait à l'intifada. D'accord. Et ça, pour toi, c'est défendre une communauté religieuse? Oui. Donc, quand un gars... Oui, bien sûr. Je crois qu'il s'est fait mettre en garde à vue, c'est ça? Donc, pour le contexte, pour les gens qui écoutent peut-être, qui ne suivent pas les sites comme F2 Souche et tout, qui rapportent ce genre de news en permanence. Donc, le truc de Ercila Soudeh, là, que tu es en train d'évoquer, attends, je mets une source à l'écran. Donc, c'est Ercila Soudeh qui est allé... Attends, rappelle-moi le nom de la personne dont tu as parlé? Alors, c'est... tac, je vais te dire ça tout de suite. Elias, E-L-I-A-S, ouais, Dimzalen, okay. D'. Ouais, Elias Dimzalen. Donc, je rappelle vite fait le contexte. Donc, en gros, cette personne est je pense que c'est un imam ou... Non, c'est un influenceur? Je sais même pas exactement ce qui fait ce personnage dans sa vie. D'accord. Le contexte, c'est qu'il était dans une manifestation... A priori, ce serait un militant islamiste fiché S, selon Charlie Hebdo. Oh bah oui, fiché S, comme un enfant de cœur, quoi. Ouais. Ok, donc... Oui, qui la mérite d'ailleurs, sa fiche S. Oui, non, mais bien sûr, évidemment. On mérite tous notre fiche S ici, t'inquiète. C'est pas des démocrates. Si t'es... je vois que tu défends aussi, du coup, le fichage d'opposants politiques par un État de façon non transparente avec des standards absurdes et tout. Non, c'est pas ce que je défends. En revanche, je pense que quand on menace des gens de mort pour leurs idées politiques, la fiche S, elle est pas volée. Qui a fait ça? Raphaël Arnaud, en l'occurrence. D'accord, ok, j'ai pas l'info là-dessus. Elias Dimzalen, donc ce mec-là, en gros, il est dans une manifestation. C'est ça? Alors attends, il était dans le sillage, il était un rassemblement pro-palestinien à Paris. Et en gros, il a appelé à une intifada, donc intifada qui veut dire soulèvement. Ok, très bien, un appel un peu un appel politique. Rima Hassan aussi avait appelé un soulèvement en disant intifada, si je me souviens bien, elle avait tweeté ça. Attends, redis-moi ça s'il te plaît. Nous en France, les soulèvements populaires, les gilets jaunes, c'était un soulèvement. Je sais pas si tu qualifierais ça d'intifada. Bon bref, c'est littéralement le terme intifada, tu le traduis, ça se traduit soulèvement. Donc voilà, il disait il faut un soulèvement pour la Palestine et tout. Moi je suis d'accord avec ça personnellement. Je suis d'accord que quand il y a des gens en train de se faire génocider, un mouvement de protestation de masse et un soulèvement est totalement légitime et on devrait le faire. Donc je suis d'accord avec ce genre d'appel. Après ce mec-là, en effet, j'ai vu que c'était un conservateur sur des sujets, etc. Je vais avoir beaucoup de désaccords politiques avec lui. Le contexte dans lequel Ercila Soudeh interagit avec cette personne, c'est que cette personne a été mise en garde à vue. Alors attends, j'essaie de trouver le passage. C'est ça. Alors... J'essaie de trouver le passage dans l'article où il parle du fait qu'il est en garde à vue. Pour qu'on soit très factuel, parce que j'adore rester sur les faits personnellement. Le soutien d'Ercila Soudeh à cette personne-là a été plutôt considérée comme dérangeante du côté de la France Insoumise. Et c'est quelque chose qui leur a pas forcément plu, c'était une sortie de sa part. Donc alors jetons plutôt la pierre à Ercilia qu'à tout LFI pour le coup. Ouais, alors je rappelle, déjà le débat c'est genre est-ce que c'était légitime ou pas de faire ce truc. J'ai exercé aujourd'hui mon droit de visite au commissariat du 17e arrondissement où Imzalen est retenu en garde à vue. Ce sont les soutiens du génocide perpétré par Israël qui devraient être derrière les barreaux. Donc moi de ce que j'ai compris c'est que cette visite qu'elle a rendue, donc le truc de elle a soutenu cette personne, elle n'a pas soutenu des propos, des idées véhiculées par cette personne. D'accord, imagine si, je sais pas... Moi, je me déplace pas pour voir quelqu'un qui est en garde à vue, alors que je le soutiens pas d'une certaine manière, finalement. Sauf si cette personne est ciblée de façon islamophobe, avec un double standard de l'État,
qui, dans certains contextes, genre quand t'as 300 néo-nazis qui manifestent en plein Paris, là, ils sont autorisés de le faire, d'accord ? C'est des gens qui ont une idéologie extrémiste, violente. Tu penses à quel groupe quand tu parles de néo-nazis pour qu'on puisse mettre une étiquette dessus ? Ouais, je parle des groupes qui avaient manifesté en mai 2023, je pense qu'ils le font chaque année même, 2024 aussi. C'est quoi, c'est une nation en particulier, le GUD ou autre chose ? Ouais, attends, je te retrouve ça. GUD qui a d'ailleurs été dissous cette année, enfin l'année dernière, pardon, en 2024. Donc je parle de défilé de néo-nazis à Paris, il faut interdire l'utilisation de la croix celtique, 500 militants d'extrême droite vêtus de noir, souvent masqués. C'était le 12 mai 2024 à Paris, voilà. Et je parlais juste de ça pour évoquer... non plus, ouais, je parlais juste de ça pour montrer le double standard où tu as des personnes qui sont des extrémistes politiques très réactionnaires avec une idéologie meurtrière, tout ça, qui défilent en plein Paris. Là, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a pas de gens, etc. Quand c'est quelqu'un comme Imzalem, c'est le cas. Donc pour moi, dénoncer ce double standard-là, dénoncer le fait que dans certains cas, le dispositif policier, étatique, tout ça, la préfecture, le préfet, tous les trucs se mettent en marche pour là, en effet, mettre des gens en garde à vue, dire « Oh là là, en fait, cet appel au soulèvement, je l'interprète comme un appel violent, etc. Et donc, je vais utiliser tout l'arsenal légal pour mettre en garde à vue cette personne. » Je suis d'accord qu'il y a un double standard, et c'est évident. Alors, si c'est comme ça que tu vois la chose, oui, la manière dont tu le dis, on ne peut que dire oui. Mais je pense que tu vois pas forcément tout ce qui peut se passer, puisqu'on a tous notre prisme de vision en fonction des sensibilités qu'on peut avoir. Et en France, tu as aussi des militants d'extrême droite ou d'ultra droite, et peut-être un jour de turbo droite, selon les nouveaux termes qui sortiront, qui sont mis en prison selon des positions qu'ils ont pu prendre, selon des choses qui auraient pu se passer. Je pense notamment à... je vis en ce moment à Lyon, et je pense à une personne qui était, il me semble, dirigeant d'une association identitaire à Lyon qui s'appelait du coup Les Remparts, et qui a été emprisonné alors qu'il s'était fait agresser à Lyon. Donc c'est qu'il s'est défendu. Apparemment, il y a des coups de couteau qui sont partis des deux côtés, et donc peut-être des coups de poing, peut-être. Je crois pas qu'il y ait de coups de couteau. Je dis peut-être des bêtises. Il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, t'as quand même en fait des militants parfois identitaires, des militants. Je pense que les nazis les mettent en prison de toute façon, ou en tout cas pour certains, ou ceux qui manifestent des volontés de passer à l'action d'une quelconque manière. Je pense que ces gens-là n'ont rien à faire dans les rues. Mais je pense que les extrémistes sont plutôt bien surveillés par le gouvernement, par l'État, et qu'ils n'ont aucune peine à mettre qui que ce soit, peu importe si c'est un extrémiste islamiste, que ce soit un extrémiste néo-nazi par exemple, en prison. C'est bizarre parce que je suis en train de regarder des photos sous mes yeux de 500 néo-nazis avec des croix celtiques. On parle vraiment des skinheads, quoi, qui eux sont autorisés, ont une autorisation de la mairie de Paris de défiler en plein Paris comme ça. Donc je suis désolé, tu m'as pas trop convaincu sur le fait que si t'inquiète, en fait l'État français, la police, etc. fait son taf pour lutter contre l'extrémisme néo-nazi aujourd'hui présent en France. Désolé, autoriser ce genre de manifestation. C'est clair que c'est tout à fait border, là. Je suis d'accord avec toi. Je comprends pas l'intérêt en fait du nazisme à notre époque. En fait, on sait que c'est des conneries. On sait à quoi ça mène. Enfin, le nazisme, c'est quelque chose que je mettrais absolument dans la même case que l'islamisme, dans mon logiciel de pensée. Ouais, c'est juste qu'il y en a un qui est plus proche de prendre le pouvoir en France qu'un autre, quoi. Genre 1000 fois plus proche. On sera pas d'accord sur le même. Non, bref, pour revenir du coup, parce que le sujet c'était vraiment sur LFI. Donc, je résume, tu m'as dit, exemple, Ercilla Soudé qui soutient Elias Imzalem. Donc, je rappelle juste le contexte, c'est pas un soutien, c'est pas genre on soutient cette personne, on soutient ses idées, etc. C'est dans le contexte où il y a une arrestation arbitraire, une garde à vue pour genre un appel au soulèvement. D'accord, c'est quoi appel au soulèvement? Le nombre de gens qui ont dit oui, il faut un soulèvement au moment des Gilets jaunes, ou qui disent par exemple quand Macron n'a pas respecté le résultat législatif 2024 et n'a pas nommé Lucie Castet, on dit il faut un soulèvement, etc., etc. Je pense que si tu mettais en garde à vue toutes les personnes qui ont dit ça, t'aurais quand même une bonne proportion de la France qui dit ça. Donc je pense que le caractère ciblé et injuste de cette garde à vue, il est démontré. Ça veut pas dire que t'aimes bien les idées de ce gars, ça veut pas dire que tu soutiens l'idéologie
de Imzalem, d'accord? Si moi demain... non, mais en tout cas que tu as potentiellement des connivences avec. Moi, je me déplacerai pas pour soutenir quelqu'un en garde à vue alors que je partage aucun point d'accord avec lui, tu vois. Et je reviens rapidement sur ce que tu disais c'est avant, dommage parce que les responsables politiques sont justement... finir ma phrase, justement... s'il te plaît. J'aimerais finir sur l'intifada. En fait, les responsables politiques sont justement... C'est leur rôle de ne pas avoir un double standard. Par exemple, si quelqu'un qui est opposé à leur bord politique se fait agresser, de quand même condamner l'agression. Je ne vais pas rester discuter très longtemps avec toi. Je comprends que tu as un auditoire que tu veux satisfaire, mais j'aimerais pouvoir exposer mes idées. C'est un débat auquel tu m'as invité. Si c'est un exposé que tu fais ou tu me fais juste intervenir pour ensuite revenir par-dessus parler 10 minutes, je t'avoue que ça ne m'intéresse pas. Donc on peut juste continuer la discussion. On peut juste continuer la discussion. J'aimerais juste rapidement revenir alors sur l'intifada. Tu me laisses pas finir mes phrases. Non, parce qu'en fait, tu as dit que quand tu soutiens quelqu'un, ça montre peut-être qu'il y aurait des connivences. Par exemple, je sais pas, si Mélenchon, si Marine Le Pen se fait agresser dans la rue, tabasser et tout, et Mélenchon il tweet non, je suis contre le fait d'agresser des gens, même si je suis opposé politiquement à eux. Est-ce que là tu vas dire oulala, il y a des connivences entre Mélenchon et Marine Le Pen? Enfin, en fait, quand quelqu'un avec lequel tu as des désaccords politiques subit quelque chose d'injuste, le fait de le dénoncer ne veut pas dire qu'il y a une connivence ou un rapprochement. Il faut que tu puisses démontrer que en effet, Ercilla Soudé en fait a des rapprochements idéologiques avec Imzalem, alors que pour l'instant on n'a aucune preuve de ça. Non, elle l'a jamais dit publiquement, donc on n'en sait rien. Moi, je sais pas quelles sont leurs relations. Bah, la seule relation, c'est en fait, elle est allée lui rendre visite en garde à vue. Quand il y a eu une arrestation arbitraire injuste, voilà. Alors injuste, ça c'est ton point de vue, c'est ta manière de voir la chose. L'appel à l'intifada, faut pas juste le traduire et dire ah c'est un soulèvement, c'est comme les gilets jaunes. Derrière l'intifada, tu as aussi l'historique des soulèvements des Palestiniens à Gaza notamment. Il me semble que c'était dans les années 80 et puis début des années 2000. Donc en fait, quand quelqu'un appelle à l'intifada, il fait appel aussi à tout ce récit derrière. C'est le conflit qu'il y a aujourd'hui en Israël. Je pense qu'on est rentré dans une guerre qui est pratiquement une guerre ethnique finalement, pour des raisons qui sont multiples et dont on pourrait discuter jusqu'à minuit tellement le sujet est vaste et compliqué. Mais quand on appelle à l'intifada, on n'appelle pas simplement un soulèvement. C'est pas un soulèvement populaire, c'est pas une grève ouvrière, c'est pas les gilets jaunes. L'intifada, c'est les Palestiniens contre les Israéliens. Ouais, alors évidemment, pendant les intifadas en Palestine, il y avait beaucoup de violence. Après, bon, on va pas faire un débat sur la Palestine, je pense que c'est tout un sujet. Un sujet très compliqué, oui. Ouais, et c'est vrai que c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui veulent je sais pas moi, des violences que moi je considère illégitimes et catastrophiques, et qui utiliseraient le terme intifada pour encourager les gens à faire ça. Le fait est qu'en fait, on peut pas interpréter, enfin moi j'en sais rien, si ce mec-là, il défend ces choses-là, il me faudrait des éléments pour dire ça, mais bref. Bon, après, juste si on revient en arrière un petit peu, t'as dit toi-même que même au sein de LFI, apparemment, en vrai, ça, j'ai même pas les infos, mais même au sein de LFI, apparemment, ils étaient pas trop contents de ce move-là d'Ercilla Soudé. Donc, je rappelle que pour la thèse globale que LFI céderait par moment à un frérisme ambiant et des choses comme ça, on est quand même sur, Ercilla Soudé est allé rendre visite à quelqu'un au commissariat quand il y avait une arrestation, probablement avec un double standard, probablement arbitraire, parce que la personne est musulmane, et dans une manif pro-Palestine, ce que le gouvernement français de droite actuel n'est pas vraiment fan de ce mouvement de défense des droits humains des Palestiniens. Donc je rappelle pour l'instant, le lien entre LFI et le frérisme, c'est quand même, il y a beaucoup d'étapes pour arriver à établir un lien, quoi. Moi, je suis pas trop convaincu. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'étapes pour arriver à des liens précis. Et en fait, si tu veux, le souci, c'est que c'est plus une galaxie de petits faits par-ci, par-là qui peuvent te laisser penser que peut-être il y a quelque chose. C'est pas du complotisme, finalement, c'est de l'observation, je pense. Et il s'agit pas de se faire des films. Et il s'agit de voir ce qui se passe au fur et à mesure que le temps avance et dire qu'en fait, il y a plusieurs choses différentes qui se sont passées et qui ont l'air d'aller dans le même sens. On peut potentiellement croire que à certains moments, ils avancent main dans la main. Alors effectivement, si tu prends chaque exemple un par un, oui, il y a une députée LFI qui allait rendre visite à un mec qui était en garde à vue. Oui, c'est absolument pas suffisant pour en faire un théorème mathématique, c'est pas un axiome, mais c'est pas une démonstration. En tout cas, si moi j'étais dans le mouvement frériste et que
j'étais là pour vraiment établir le califat français, je serais un peu déçu pour l'instant du niveau de succès de mon entrisme au sein de LFI, tu vois. Je serais pas très... Alors, je pense que je me ferais virer rapidement de l'organisation parce que je sens pas être compétent, tu vois. Je pense pas, parce que si tu étais un frériste, tu saurais que le plan se joue sur le temps long, que les fréristes prévoient de gagner leur combat notamment par la démographie. Et donc, en fait, ce qui se passe sur 5 ans, sur 10 ans, ils en ont rien à faire. C'est des plans qui se passent sur des centaines d'années. Quel est le lien avec la démographie ? La démographie, il s'agit pour les fréristes de créer une communauté avec suffisamment de personnes, de racines, de cultures, en tout cas qu'ils ont reçues par leur éducation musulmane, pour ensuite pouvoir prendre le dessus dans la société où ils se sont installés. Et quel rapport entre la culture et la démographie ? Je comprends pas ta question, elle ne fait aucun sens à mes yeux. Quand tu dis l'objectif, c'est de passer par la démographie, c'est ça leur objectif, ça veut dire quoi ? Les gens qui habitent en France ont des enfants, la population française est en croissance. Qu'est-ce que tu entends par passer par la démographie ? C'est par la démographie, j'entends que dans les théories des frères musulmans, dans le plan, parce que le frérisme, c'est pas seulement une théorie, c'est un plan, et ensuite des actions qui sont mises en place, ce qu'ils prévoient pour islamiser les sociétés européennes, selon leurs penseurs. Je pense notamment à Hassan el-Banna, et je me souviens plus des noms des deux autres, mais il y a une triade de penseurs majeurs qui a créé ce mouvement du frérisme et qui l'a fait vivre. L'objectif pour eux, c'est de pouvoir faire venir un maximum. J'y arrive. Faire venir, donc là on parle d'immigration ? On parle d'immigration, et ensuite de jouer la démographie. Les deux vont ensemble. Une fois qu'un migrant est sur place, le migrant il reste pas tout seul. C'est des gens comme toi et moi, c'est des humains qui veulent fonder une famille, qui veulent transmettre leur culture, leur savoir à leurs enfants pour qu'ils puissent aussi le transmettre par la suite. Et c'est à ce moment-là que la démographie prend son sens. D'accord, mais quelle proportion de l'immigration sont des personnes musulmanes ? C'est pas 100%. J'ai pas de chiffre près. Non, c'est pas 100%, évidemment. Non, mais j'ai pas de chiffre précis. Ok, on est allé très rapidement sur le lien, genre l'entrisme, un conservateur religieux. Directement, on parle démographie et directement, on parle immigration. Je trouve ça marrant comme ça que ça a été théorisé, et c'est le plan. Je rappelle juste que quand les personnes immigrent en France, je finis juste, quand les personnes immigrent en France, les personnes sont maintenant en France, la culture, bien sûr il y a une influence culturelle quand les personnes immigrent. Si tu as des immigrés australiens, évidemment. Si tu as des immigrés américains, il y a une influence culturelle, il y a des mélanges culturels, il y a des nouvelles cultures qui émergent de ces interactions culturelles, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y a aussi parfois des groupes religieux qui deviennent un peu plus importants. Je pense que par rapport à il y a 50 ans, il y a peut-être une plus grosse proportion de musulmans en France aujourd'hui. Tout ça ne suffit pas à démontrer que ça va conduire à enfin, le projet là, des personnes dont tu m'as parlé, en fait, ils vont compter sur la démographie d'immigration. Ce truc-là est complètement absurde. Il est voué à l'échec. Il y a pas de... Quand tu es en France, tu es littéralement sous une culture majoritaire qui est une culture laïque, où il y a une remise en question des dogmes religieux immenses. Je veux dire, il y a 51% de la population française aujourd'hui qui est athéo-agnostique. Donc, enfin bref, ça me semble très... tu cites 2-3 personnes qui ont peut-être ce projet. Ce projet-là, il est fumeux, il ne marchera jamais. En plus, je ne vois pas en quoi la démographie... Enfin, si tu as des enfants... C'est un projet qui avance. Si tu as immigré en France, tes enfants, ils naissent en France, ils vont dans l'école française, etc. Bonne chance pour rendre l'idéologie islamiste radicale il faut appliquer la charia, il faut lapider les homosexuels ou les gens qui font de l'adultère en public, tout ça. Je veux dire, ce truc-là est lunaire. De quoi on est en train de parler ? Ça n'a pas du tout lieu. C'est le mouvement inverse qui est en train de se produire. Bon, bref, je sais même pas pourquoi on parlerait de ça, mais est-ce qu'on peut revenir sur LFI et l'entrisme à LFI, parce que tu m'as pas encore démontré sur ces... Alors, si tu veux bien, j'aimerais juste conclure très rapidement sur ce que tu viens de dire, parce que c'était intéressant, et je pense que c'est une différence de point de vue majeure entre les personnes qui sont plutôt conservatrices et les personnes qui sont plutôt classées progressistes. Moi, qui suis plutôt conservateur en la matière, je considère que les édifices politiques et les traditions qui ont été bâties par le passé, c'est des choses qui peuvent très vite s'effondrer.
s'effondrer. C'est tellement rentré dans la norme qu'on pense que c'est éternel. Et je pense que la République, en fait, en moins de 2 semaines, elle pourrait peut-être s'effondrer pour tel ou tel facteur. Regarde, quand on a été envahi par les Allemands, on pensait pas que c'était possible, mais en moins de 2 mois, on a été mis à genoux. Et en fait, on pensait que c'était impossible. D'accord, on compare l'invasion de l'Allemagne nazie par une armée militarisée d'un pays riche, développé, avec 400 000 personnes je t'explique comment les édifices qu'on croit éternels de façon complètement légale, autorisée, et ça cause aucun souci pour la France et que des points positifs. Je veux dire, la comparaison est complètement folle. Je t'explique comment des édifices qu'on croit éternels peuvent très rapidement s'effondrer, et je pense que les valeurs que tu défends sont très bien. La France, la laïcité, c'est des choses qui me parlent, mais tu te rends pas compte à quel point ça peut valser, et tu crains par exemple l'extrême droite, tu dis qu'ils sont aux portes du pouvoir, ça te fait craindre pour la laïcité, pour la République française, et à raison. Donc quelque part, tu te rends compte quand même de la fragilité de l'édifice. Mais les menaces, il y en a de plusieurs types. D'accord, la France insoumise se bat contre la France insoumise se bat contre les dogmes religieux. J'ai jamais vu un seul moment où des personnes conservatrices, des personnes musulmanes conservatrices, genre ou des gens qui veulent appliquer la charia en France, la micro minorité de gens qui voudraient ça. J'ai vu à aucun moment LFI céder quoi que ce soit à des personnes comme ça. Ou bien au contraire, la France insoumise est un mouvement pro-laïcité. De tout ce que j'ai vu, l'ensemble de leurs actes, de leurs paroles, tout ça, ils luttent contre toute forme d'idéologie réactionnaire. D'accord, sur le droit des LGBT, sur le droit des femmes, ils luttent contre l'homophobie. Donc en fait, la micro-existence d'un tel mouvement en France, oui, il y a des gens qui, littéralement est combattu par la gauche de rupture, par LFI. Donc en fait, ce qui est dommage, c'est que tu arrives dans le stream avec une thèse qui est il y a de l'entrisme frériste et LFI parfois cède des choses sur ce terrain-là, et t'as pas pu montrer un seul élément probant, une prise de parole, un truc où face à quelqu'un qui défendait du conservatisme islamique, LFI a acquiescé ou a accepté ou quoi que ce soit. C'est un truc qui n'existe littéralement pas. Mais écoute, c'est que tu veux pas le voir, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu m'as rien apporté pour le voir. Où est-ce que toi tu le vois? Tu le vois où? Il y a bien un regroupement en France du vote des musulmans sur un parti politique en particulier. Mais ça démontre pas. Les musulmans votent plus France Insoumise que des gens islamophobes. En quoi ça démontre que LFI a cédé idéologiquement à quoi que ce soit? Le raisonnement n'a aucun sens. Ça veut dire si demain un certain groupe vote pour un parti, genre je sais pas, si les personnes au RSA tout d'un coup votent tous pour Emmanuel Macron, dont le programme c'est de supprimer le RSA, de conditionner à 15h et tout d'un coup le fait de conditionner le RSA à 15h n'est pas quelque chose qui va à l'encontre des intérêts des gens qui sont au RSA actuellement. En quoi est-ce que le groupe de gens qui votent pour tel ou tel mouvement montre que tel ou tel mouvement a telle idéologie? Allô? Il est parti? C'est un problème de son ou il est juste parti? Ah non, je t'entends plus. J'ai été Ah ouais, non, je crois que c'est revenu. C'est bon, je suis de retour. Ok, donc en quoi est-ce que le fait que... D'ailleurs, attends, là c'est où la stat comme quoi les musulmans... Mais en vrai, je suis prêt à... Je sais que les musulmans votent plus progressistes en moyenne que la moyenne de la population, donc... Alors progressiste, c'est un bien grand mot, puisque le progressisme, c'est pas forcément quelque chose qui est défendu par disons les musulmans pratiquants. Je peux te citer un exemple qui est très intéressant. Tu généralises la position de ne pas défendre le progressisme aux musulmans. Donc les musulmans, comme n'importe quel groupe de gens religieux, ont une diversité d'opinions politiques énorme sur tous les sujets. Le fait que tu généralises une opinion politique à tous ces gens-là, c'est limite islamophobe, mais ok. Je vais te citer un exemple qui a lieu en 2023. Oui, c'est en 2023 dans la ville de Hamtramck. Peut-être que je le prononce mal, au Michigan, donc aux États-Unis. Est-ce que l'exemple, ça va être une démonstration qu'il y a de l'entrisme islamiste à LFI, ou ça va être un truc complètement hors sujet, comme beaucoup de choses que tu as dit? Mais pourquoi tu dis que c'est hors sujet? On est en train d'avoir une discussion sur un sujet qui est très vaste, qui recèle beaucoup d'interconnexions. Donc finalement, si tu veux te très vaste, fermer mais il n'y a pas un seul élément qui démontre, mais ok. Bah, selon toi, moi je t'en propose des éléments, mais tu veux pas les voir. T'as pas lu peut-être le livre de Florence Berger-Blacker? Tu dis que tu l'as lu, mais j'en doute très fortement. On reboucle sur le livre.
Oh non. Bon, je sais pas, est-ce que ton but aujourd'hui c'était juste de démontrer que les gens qui défendent ça n'ont aucun argument? Parce que si c'était ça, bien joué, hein. Bon, écoute, je pense qu'on va en rester là. J'espère que tu as aimé ce moment de publicité pour tes auditeurs. Et puis, je te recommande de lire ce fameux livre que tu n'as pas lu. D'accord, ok. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. T'es sûr que tu veux... je suis pas sûr que tu as bien défendu la position. Hein. Ok. Oh. Le mec a lu un livre et c'est devenu toute sa personnalité.